Bon. Donc, j'ai peut-être gagné le concours du prix de la plus longue titre de présentation. Donc, on va commencer. Donc, aujourd'hui, le titre, c'est l'importance de l'utilisation d'un cadre de conformité en sécurité de l'information en PME. Ce qui est très long, mais on va faire ça très simple. Le public que je vise en premier, c'est avant tout les propriétaires de PME. Ce n'est pas nécessairement le cas de tout le monde. Des gestionnaires de PME qui ont le chapeau d'informatique, entre autres, et les techniciens qui sont techniciens informatiques qui sont généralistes en PME. Puis souvent, en PME, on est des généralistes, on n'est pas des spécialistes ni en TI, ni en n'importe quel sujet. On est vraiment très généralistes. L'objectif de présentation aujourd'hui, c'est vraiment d'expliquer la réalité des TI en PME. Là, je parle pas d'entreprises qui sont énormes, mais je parle de la PME que vous voyez à tous les coins de rue, qui fait travailler énormément de gens. C'est vraiment la PME que je cible. Euh, le but après ça, c'est d'expliquer ce qu'est le cadre de conformité, démystifier le domaine, expliquer le besoin d'un cadre de conformité en PME, puis présenter un cadre qui a été retenu. Il faut se comprendre qu'aujourd'hui, la session d'aujourd'hui a but de vous entretenir de sécurité informatique dans le milieu de la PME. Il faut comprendre qu'au Canada, les petites entreprises de moins de 100 employés constituent 97,8 des entreprises et près de 70 des emplois. Donc, essentiellement, les gens travaillent pour des PME. Et si on rajoute des entreprises de moins de 500 employés, ce qui est quand même considéré petites et moyennes entreprises, les Canadiens, le pourcentage de Canadiens qui travaillent pour une PME est de 88,2. Bref, la sécurité informatique dans les PME, c'est un sujet des plus pertinents en 2021, car les PME sont en retard sur leur sécurité informatique. Ça m'amène à me présenter. Moi, je m'appelle Steve Lavoie. J'œuvre au niveau des TI, dans le domaine des TI auprès des PME depuis près de 20 ans. Dans ces 20 dernières années, j'ai eu vraiment tous les rôles, genre de technicien, programmeur, conseiller en infrastructure, virtualisation, j'ai fait, et maintenant sécurité informatique. J'ai vraiment plusieurs certifications, dont le CISSP et GPEN pour la sécurité offensive. Et pour le reste, vous pouvez aller sur LinkedIn. Mon CV est là. Maintenant, je suis aussi assez actif sur le Discord du Hackfest sous le nom de Hack4Barbecue. Donc, si vous voulez me jaser, je suis régulièrement là. Donc, évidemment, Hack4Barbecue qui dit barbecue. Donc, j'ai d'autres réalisations que des TI. Donc, je suis fier participant à des compétitions de barbecue. Donc, voici quelques-unes des réalisations que j'ai. Donc, je suis toujours disponible pour en parler. Maintenant, on va parler de réalité des TI en PME. Donc, d'une façon plus opérationnelle, si on se fait à la place de propriétaire ou un directeur d'une PME et qu'on essaie de se mettre à sa place, puis on dit comment il peut évaluer ces technologies d'information. Les critères sont très objectifs, subjectifs, puis les plus courants, ça ressemble à ce que mon entreprise tire un avantage. Est-ce que mes employés sont satisfaits? Ils sont toujours en train de chialer dans mon bureau que l'ordinateur ne marche pas, le serveur ne marche pas, que telle application ne marche pas. Est-ce que j'ai des interruptions de services causées par les TI? Puis finalement, de façon très relative, est-ce que ça me coûte cher? Ça, c'est très relatif parce que ça dépend toujours de comment la personne, le gestionnaire évalue l'importance des TI dans son entreprise. Comme vous voyez, il n'y a pas vraiment de considération au niveau de la sécurité informatique. On est vraiment au niveau des opérations de tous les jours. C'est très subjectif aussi comme critère. Et c'est un peu normal parce que les propriétaires de PME, souvent, c'est des passionnés de leur domaine, c'est des spécialistes de leurs produits, puis c'est pas les gens de TI. Donc, puis le fait qu'ils sont spécialistes, c'est pour ça que leur PME existe. Maintenant, si on vient au sujet principal, la sécurité informatique en PME, on s'enfonce maintenant dans une zone inconnue. Ça, la question de la sécurité survient dans deux moments. C'est soit l'entreprise, la première occasion, c'est quand une entreprise décide d'être confrontée à une exigence réglementaire. Là, on va parler bientôt beaucoup de PS64 qui amène la vie privée, le renseignement personnel. Puis là, les entreprises vont toutes être confrontées à ça. On ne peut pas avoir sécurité des renseignements personnels s'il n'y a pas de sécurité des informatiques, mais
ça va amener ce discours-là. Là, toutes les entreprises sont confrontées à ça. Ou souvent, vont être confrontées à la sécurité informatique dans le cas de je veux soumissionner pour un contrat, j'ai un partenaire qui m'impose certaines restrictions et l'entreprise doit s'en conformer. Dans ce cas-là, l'entreprise est confrontée à une pluie d'acronymes. On va parler de SOC 1, SOC 2, ISO 27001, COBIT, NIST, une vraie suite d'alphabet. C'est vraiment pour ça que les entreprises ont besoin d'aide. Mais ce n'est pas la raison la plus fréquente quand on parle de sécurité informatique en PME. Le cas le plus fréquent, on le voit, c'est l'incendie. C'est la suite due à un incident de sécurité, soit en tant que victime ou l'entreprise, le voisin, l'entreprise de projet en est victime. Notre responsable d'informatique typique ne dispose d'aucun repère pour évaluer sa posture de sécurité. Trop souvent, son seul repère, ça vient des consultants qui succèdent dans l'entreprise. Excusez-moi. Et sans parler en mal de mes collègues, il y en a des gens, leurs compétences varient beaucoup. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont excellents, il y en a qui sont carrément dangereux, et ainsi de suite. Donc, et souvent, les intérêts financiers et d'ego des gens priment sur la solution. T'sais. Donc, malheureusement, trop souvent, lorsque le malheur frappe, l'incident de sécurité arrive, les responsables informatiques nous disent souvent hey, mon ancien consultant ou mon consultant actuel avec qui je fais affaire me disait que j'étais correct. Donc, comment on définit ce correct-là? Parce que ça varie beaucoup d'une personne à l'autre, comment le consultant qui est toujours au même endroit et travaille avec une entreprise dit ah, il est correct. Mais correct, c'est très variable. C'est le temps d'avoir maintenant un langage commun et un cadre de référence pour avoir un point de vue holistique de votre sécurité informatique. C'est un roadmap qui peut prendre la forme d'un cadre de conformité. Bon, maintenant, prochaine slide. Maintenant, c'est quoi un cadre de conformité? Un cadre de conformité, c'est pas juste une liste de contrôle, mais ça en fait partie. Donc, un cadre de conformité, c'est une liste de contrôle avant tout. C'est. Mais c'est dans une approche de base pour une PME, c'est vraiment. Je vais reprendre ma force, ça va être mieux. Un cadre de conformité, c'est pas juste une liste de contrôle. C'est plus que ça. Mais par contre, dans le contexte d'une PME, une vision basée sur une liste de contrôle permet d'établir les bases d'une politique de sécurité de l'information. Maintenant, quand on parle de contrôle, c'est quoi un contrôle? Un contrôle, c'est une politique, c'est une procédure, un mécanisme, une configuration mise en place qui a pour but de réduire les risques, de prévenir ou de corriger des erreurs. Donc, de façon très simple, un cadre de conformité, c'est une liste de vérification, une bonne checklist, comme on dit, qui va aider lors d'un audit. Donc, en vérité, un audit, c'est une vérification de checklist. Comme n'importe quelle entreprise fait du contrôle de qualité, ben, vous pouvez faire la même chose un peu en informatique et évaluer avoir une posture de votre sécurité informatique. Bon, c'est l'heure de la gorgée. Maintenant, souvent, les audits et la conformité, ça n'a pas de bonne réputation dans les petites entreprises et même dans les grandes. C'est ça perçu comme lourd, théorique et très loin des préoccupations, surtout d'une PME. Mais alors, pourquoi utiliser un cadre de conformité en PME? Parce qu'en l'absence, une PME parce qu'en l'absence de programme de sécurité de l'information détaillé, établi, structuré, utiliser un cadre et une liste de contrôle permet d'avoir un point de départ pour bien s'évaluer. Ça permet aussi de prioriser la mise en place des contrôles et de ne pas l'oublier et de ne pas focuser sur certains. Tu sais, j'ai vu des entreprises, ils focusent beaucoup sur les mises à jour Windows, il faut que ça soit à jour, mais ils n'ont pas de politique de mot de passe approprié. Donc là, n'utilisent pas le 2FA. Donc là, ça permet d'avoir un point de vue complet et plus objectif de votre posture informatique. Ça permet aussi un peu un moyen d'évaluer les consultants. Le consultant qui vient, il attend ça, mais il est déjà ses mots de passe. Ça permet de mettre des critères un peu d'évaluation. Maintenant, il y a différents cadres.
Donc, évidemment, il y en a vraiment plusieurs. Là. Quand on parlait de la soupe alphabet, il y en a vraiment plusieurs. Donc, avec différents marketing. On va parler de COBIT, qui est proposé par la ISACA, qui est un cadre qui inclut aussi des aspects de gestion. Quand on parlait qu'il n'y avait pas juste des contrôles, des listes de contrôle, il y a des aspects de gestion qui est proposé dans la COBIT. Le ISO 26001, 26002, c'est celui qui est proposé par l'organisme ISO, qui est très détaillé, très 140 contrôles presque. Donc, ils ne sont pas nécessairement très prescriptifs. Donc, on a d'autres cadres comme le CIS Control qui est proposé par CIS Security, anciennement le SAN Stop 20, qui est maintenant une nouvelle version, qui est très détaillé. Il y a beaucoup de listes de contrôle. Il y a aussi le NIST CSF, qui est un cadre proposé par NIST, qui est un organisme gouvernement américain, puis qui a c'est un cadre de cybersécurité, mais il y a aussi une liste de contrôle, le NIST SP 800-53, qui est associé à ce cadre-là. Alors, quel cadre pour une PME? On s'entend qu'une PME, pas de technicien informatique, à temps plein, peut-être quelqu'un qui a le chapeau d'informatique. Donc, utiliser un cadre low comme le ISO 25001, c'est très complexe pour une PME qui se lance dans l'aventure. CIS Control, c'est très détaillé, peut-être trop. NIST CSF avec les contrôles, ça devient aussi fastidieux que le ISO. Alors, quel cadre utiliser? Le programme, la réponse, je pense, c'est le programme cybersécurité à PME, qui est un cadre de conformité canadien adapté à la réalité des PME d'ici. On vise les entreprises à moins de 500 employés. C'est un bon mélange de mesures techniques et organisationnelles. Puis, ça vise le 80-20. On ne va pas très loin dans toutes les mesures, mais on couvre la bonne base. T'sais. OK. Maintenant, là aussi, comme la grande majorité des cadres ont des contrôles similaires, donc les cadres, là, ils se ressemblent tous un peu. Donc là, évidemment, ça serait COBIT, ISO, NIST, c'est tout ils ont tous une grosse base commune. Il y en a certains qui vont insister plus sur certains aspects. COBIT va parler plus de gestion, ou un autre va insister plus sur un sujet, mais quand on parle de mot de passe, il y a différents. Le code canadien, c'est le .5.3, le ISO 27001, le A9X, le CIS contrôle numéro 4, en version 7.1, 100%, sont tous relatifs à la gestion des mots de passe. Donc là, en réalité, quelqu'un qui peut commencer avec un cadre plus simple, que le cadre de cybersécurité canadien, qui permet au moins de dire, on fait une première base, se donner une première équivalent, une première bonne base sur la sécurité, et après ça, pouvoir évoluer vers des cadres plus évolués en fonction de son entreprise. Les cadres, ça rappelle beaucoup. Le site Audit Script a un chiffrier, puis il y en a plusieurs autres sur Internet qui contient les équivalences entre CIS et plusieurs autres cadres. Donc, ça permet vraiment d'avoir une équivalence. Bon. Une bonne implantation des contrôles, ça permet vraiment de réduire considérablement le risque pour votre entreprise d'une cybermenace. Je tiens à préciser qu'aucun système est abri à 100% d'une cybermenace. C'est plus une question de quand ça va arriver. Mais si les contrôles sont bien implantés, vous êtes en meilleure posture qu'à 90% des PME. Comme j'ai écrit, l'implantation de meilleures pratiques en sécurité informatique par l'utilisation d'un cadre permet de protéger son entreprise, ses investissements, ses fournisseurs, ses clients et ses employés. Et avec le PS64 qui s'en vient, tout le monde a intérêt à protéger nos renseignements personnels. Maintenant, si on regarde l'accord de conformité du Centre canadien de cybersécurité, il se compose de 13 contrôles techniques, de 5 contrôles organisationnels. Au niveau des contrôles organisationnels, il s'agit principalement de mettre en place une structure de gouvernance pour les TI puis une analyse des risques possibles. Puis vraiment, on parle de contrôle de base. Puis aussi, ça permet de sensibiliser à la cybersécurité excusez-moi. Ça permet aussi de sensibiliser avoir une sensibilisation à la cybersécurité au niveau de la direction de l'entreprise. Puis ça, c'est essentiel à la réussite de mise en place d'un programme de cybersécurité, d'un projet de conformité.
On voit souvent des initiatives initiées par les techniciens à l'interne. Puis, il n'y a pas vraiment l'appui de la direction. Le technicien à l'interne, quand il y en a un, il dit hey, moi, j'aimerais ça être plus sécure. Puis là, il met des initiatives, il met des choses en place. Puis, c'est pas plus ou moins appuyé par la direction. Puis, souvent, c'est voie d'échec ou un succès plutôt limité. Donc, ça prend l'appui vraiment de la direction qui décide nous voulons devenir plus sécuritaires. Et dans ces cas-là, c'est très bon d'avoir un cadre de référence. Donc, je vais juste parler un peu des contrôles différents, sans aller très loin, mais le contrôle numéro un, c'est vraiment, puis on parle vraiment de contrôle de base. Là. Donc, dans les premiers contrôles, on va parler vraiment, on parle d'avoir un plan de gestion d'incident. Tu sais, c'est pas le temps d'improviser quand vous avez un incident. Qu'est-ce qu'on fait? On a-tu des choses qu'on peut prévoir? On peut-tu qui qu'on va appeler? Tu sais, j'ai pas de consultant en informatique qui est aidé. S'il se passe de quoi, c'est qui j'appelle? Évidemment, toujours dans ce temps-là, le patron n'est pas là. Tu sais, ça prend un plan. Qui j'appelle? J'ai-tu une firme d'avocats? J'ai mon numéro pour les assurances. Nombre de fois, j'arrive sur un instant. Avez-vous une cyberassurance? Oui, peut-être. On a peut-être une clause. Tu sais, puis les gens n'ont pas les numéros proches. Donc là, c'est pas le temps de l'improviser dans ces temps-là. Donc là, il y a un plan. Contrôle numéro 2, appliquer mise à jour. Puis automatiser vos mises à jour, mettre à jour plus que vos systèmes Windows. On va parler des applications, on va parler d'Adobe, on va parler de toutes les applications, les firmware, les routeurs, les VPN. Donc là, commence par ayez une stratégie de mise à jour. Maintenant, le contrôle numéro 3, activer les logiciels de sécurité, les antivirus, les consoles centralisées. On parle beaucoup de EDR, c'est la voie qu'il faut aller en PME, avoir du EDR. Mais trop souvent, même là, des fois, même juste l'antivirus sont déficients. Donc là, on parle d'entreprises qui sont déficientes. Là, il faut les amener à la vitesse de la lumière. Donc là, il faut vraiment accélérer le pas. Mais le contrôle numéro 3, qui est un contrôle d'activer avoir des antivirus, entre autres. Contrôle numéro 4, configurer avoir des dispositifs pour assurer la sécurité. Donc, c'est bon d'avoir un processus qui permet de, chaque fois qu'on rajoute de quoi sur le réseau, de dire hey, est-ce que finalement, les mots de passe par défaut ont été enlevés? S'assurer d'avoir des configurations un petit peu plus sécuritaires. Puis souvent, en PME, il y a plusieurs consultants qui vont passer. C'est le marchand de photocopieurs qui va vendre, qui va venir installer ces choses. Les caméras de sécurité, les systèmes de caméra. Donc, souvent, les techniciens de ces firmes-là, ce n'est pas les gens de TI, c'est les gens qui sont de l'électronique, qui sont plus au niveau analogue. Puis il y en a qui arrivent de cette génération-là aussi. Donc, ils sont soit moins sensibilisés pour les informations sur les enjeux de sécurité en TI. Ils sont moins habitués à ce niveau-là au niveau des TI. Donc là, souvent, les configurations qui sont implantées, c'est des configurations qui facilitent leur travail et leur support. Donc, tu sais, ouvre-moi le port, telle affaire, parce qu'il faut que ça marche, puis il n'y a pas de constellation de sécurité, mais le but, c'est juste, ça marche, puis j'ai pas de support à faire. Maintenant, le contrôle numéro 5, on parle d'authentification forte. Donc, il y a un mot de passe fort, puis un deuxième facteur d'authentification, c'est vraiment le contrôle numéro 5. Tu sais, vous voyez, différents contrôles, mais c'est vraiment, on ne parle pas d'affaires très évoluées. On parle de choses de base, mais bien implantées. Contrôle numéro 6, on parle de fournir de la formation pour sensibiliser les employés. Former vos utilisateurs, parce que peu importe le nombre de contrôles que vous allez avoir, le meilleur anti-spam, le meilleur ci, le meilleur ça, ça se peut qu'à un moment donné, un courriel passe tous ces contrôles-là et arrive dans le inbox. Et maintenant, c'est l'employé qui est le dernier rapport avant l'incident de sécurité. Maintenant, contrôle numéro 7, on parle de sauvegarde puis chiffrement de données. Donc, sauvegarder, puis pas juste sauvegarder, sauvegarder et tester vos plans de sauvegarde. Parce que c'est trop souvent, c'est sauvegardé, c'est mal sauvegardé, c'est pas surveillé, c'est jamais été testé. Donc ça, c'est vraiment la base. Puis souvent, c'est le dernier rapport avant la catastrophe. Là. Donc, contrôle numéro 8, on va parler de service mobile sécurisé. Tu sais, vos téléphones, là, c'est tous des ordinateurs, donc ça vaut la peine de les segmenter. Si vous ne les utilisez pas vraiment pour l'accès à l'interne, segmentez-les de votre réseau.
Après ça, le contrôle numéro 9 qui est d'établir un périmètre de défense de base. On va parler de contrôler le trafic entrant, sortant de notre réseau. C'est vraiment un contrôle, un des plus gros contrôles. Donc, il y a quelques sous-contrôles, comme on va parler d'anti-spam, on va parler de pare-feu de DNS, on va parler de pare-feu, évidemment, d'accès VPN. C'est vraiment des accès de base à votre réseau. Contrôle numéro 10, on va parler d'infos nuagiques sécurisés, puis de services TI externalisés, puis ça avec toute la direction que les entreprises s'en vont vers le cloud. Il faut amener les entreprises, surtout les plus petites, à se demander aussi, vos données, ils se trouvent où finalement? On voit ça de plus en plus, les PME ont pas vraiment d'informatique locale, ils ont un serveur, peut-être un petit serveur, mais ils ont des fichiers dans SharePoint, ils prennent leur CRM sur une autre application, et ainsi de suite. Donc, comme ils ne savent pas vraiment où est-ce qu'ils sont vos données. Aussi, puis posez-vous la question, comment vos fournisseurs puis consultants ils stockent vos informations? T'sais. Souvent, dans une PME, les consultants, ils succèdent. Je fais affaire dans cette entreprise pendant 2 ans, tout le temps avec le même. Puis après ça, bon, je change pour peu importe la raison. Je change de consultant, j'en ramène un autre, il y en a deux, trois qui se concurrent. Comment votre consultant, votre fournisseur, qui se connecte chez vous régulièrement, stocke vos informations? T'sais. Donc ça vaut la peine de se poser la question, puis de leur poser la question aussi. Ensuite de ça, contrôle numéro 11, on parle de site web sécurisé. Donc, n'oubliez pas que votre CMS, on va parler de WordPress, parce que c'est très fréquent, puis il demande aussi des mises à jour. Donc, votre site web aussi, et s'il vous plaît, ne l'hébergez pas à l'interne, hébergez-le à l'externe pour ne pas ouvrir de part à l'intérieur de votre organisme. Contrôle numéro 12, ayez des contrôles d'accès, d'autorisation, ayez des accès centralisés, services annuaires, Active Directory ou autres. Il ne faut pas être fermé à autre chose que Active Directory. Maintenant, contrôle numéro 13, support amovible sécurisé. Encryptez vos disques amovibles, USB ou autres. On vient de faire le tour des 13 contrôles. Il n'y a rien de sécurité très évolué, mais on parle juste de cyberhygiène, quasiment de mise à jour, d'encryption, de double authentification. Donc, ça semble beaucoup, puis en même temps, c'est peu. C'est des précautions de base. La grande majorité des cyberattaques proviennent d'un de ces contrôles qui n'a pas été efficace. La sécurité, ça provient d'un ajout de contrôle qui se justapose pour éviter d'être totalement découvert. Puis j'aime bien parce que je suis un peu gourmand, donc j'ai mis des tranches de fromage suisse. Donc ça me parle un peu. Donc là, s'il y a une attaque, on fait un gros sandwich au fromage, puis on rajoute plusieurs tranches de fromage, puis on espère qu'il n'y a pas de trous qui s'enlignent. Parce qu'en cas de cyberattaque, on espère que ça s'arrête à un moment donné. Donc, par exemple, une cyberattaque par ransomware qui arrive très fréquemment par un courriel, l'anti-spam ne l'a pas bloqué, l'antivirus sur le poste ne l'a pas bloqué, le EDR n'a pas été checké ou personne n'a vérifié et regardé la console. Alors, l'humain qui a cliqué sur le lien. Donc, vous voyez, c'est le contrôle numéro 6. Il y a différents contrôles. Que les différents contrôles se juxtaposent pour assurer une sécurité. Je rappelle qu'une bonne implantation de ces contrôles, ça permet d'avoir une bonne base de programme de sécurité d'information. Puis comme tous les programmes s'entrecoupent sur ces contrôles, donc le choix du programme, du cadre de conformité importe peu. Okay. En conclusion, donc, si on revient à notre PME type, c'est-à-dire celle de moins de 100 employés, pas vraiment d'employés en informatique, la majorité sont en informatique faite contractuellement par un ou des consultants, fournisseurs. Donc, en adoptant un cadre de conformité et en le partageant avec ses consultants, en mettant des règles d'engagement, et tout cela permet de compléter, tout cela complété par un audit régulier, par une firme externe, du moins pas par le technicien qui vient chaque jour chez vous. Ça vous permet d'avoir, comme responsable des TI dans une entreprise, d'avoir l'assurance d'être dans une meilleure posture de sécurité, puis de répondre à la question, suis-je OK? T'sais. Maintenant, suis-je correct? T'sais. OK, voilà.
c'est la fin de ma présentation. Je vais être disponible dans le chat du Discord si vous avez des questions. Puis, non, gênez-vous pas. Merci. OK. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui peut me poser des questions? Mais sinon, j'ai aucun problème à répondre aux questions live. OK. All right. Un peu. Donc, c'est ça. Donc, ça. Ok, je vais quitter. Je pense que je vais arrêter de partager. Les personnes ont de l'animation qui est là. Donc, je retourne dans le. OK. Bon, ben. Donc, Danny a posé, c'est quoi l'accueil des PME quand vous présentez ces contrôles-là? Donc, en général, là, souvent, les PME à qui j'ai travaillé, puis que j'ai commencé à implanter ces processus-là, sont très, très collaboratifs. Ils ont des résistances pareilles, tu sais, on va dire. En général, c'est pas une question de coût. Souvent, ça arrive après des incidents où ils ont déjà une motivation. Tu sais, souvent, ils ont vu quelqu'un dans leur entourage qui a eu un incident, donc ils sont très motivés à mettre en place des contrôles. Donc, en général, les clients, quand ils sont mûrs, ça se fait bien. Ils ont de la résistance souvent des fois. Des fois, c'est drôle, j'ai souvent de la résistance aux 2FA. Là, les gens sont résistants. Euh, sont résistants parce que c'est plus compliqué, nos usagers n'aimeront pas ça, ça va être contrariant. C'est ça les contrôles de même. Et ils trouvent beaucoup de documentation. On ne peut pas avoir un processus de sécurité d'information sans moindrement un peu de documentation. Donc, et souvent, c'est là que ça bloque. Euh, oui, OK. Antoine demande, pour les backups, on doit conserver les images de disque ou autre. Peu importe le niveau de backup que vous allez avoir, l'important, c'est que vous soyez à l'aise et que la direction soit consciente de qu'est-ce qui est sauvegardé. C'est quoi votre plan de gestion? Si vous avez un problème, si vous dites que vous voulez avoir pas d'image de disque, d'image de vos machines virtuelles, vous voulez tout remonter, c'est votre choix, mais c'est vos données. Ça dépend du temps que vous voulez mettre pour vouloir revenir. Tu sais, quelqu'un me dit, ben moi, ça ne me dérange pas de reprendre une semaine pour reconstruire mon infrastructure, mais je sauvegarde mes données. Puis ça en prendra une semaine. C'est votre choix, mais c'est le choix de la direction. Donc, c'est vraiment. Il n'y a pas de bonne réponse là-dedans. Prochain. Ah, en fait, c'était les deux questions qu'on avait posées ici. Fait que merci beaucoup, Steve. Okay. Bon, comme on a dit pour les autres, les mondes peuvent te poser des questions dans la section du Discord. Je pense que tu y étais déjà. Oui, c'est ça. C'est ça. Je remercie. Je suis désolé. On a eu un problème de communication. Fait que... Ah, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est passé d'Anne-Marie à toi. Puis là, j'ai vu ça. Là, il n'y a personne. Donc, là, bon, mais bon, c'est correct. C'est la joie du live. Il y a je pense un autre truc. Fait que je vais te le mettre. Ben, Sylvain demande s'il y a des suggestions comme première, par où commencer pour une PME qui aurait besoin d'implanter SOC 2. Tu sais, là, je parle du Code canadien de cybersécurité. Je ne suis pas un expert en SOC 2, mais je te dirais, si tu n'es pas capable de dire que les 13 contrôles que j'ai présentés, tu y réponds, tu es fort probablement pas capable de dire que tu es SOC 2. Donc, commence par implanter ces 13 mesures de contrôle-là.
puis tu vas pouvoir avoir au moins être dans la bonne direction. De toute façon, je pense avant de commencer à planter SOC 2, comme SOC 2, tu as plusieurs types, mais après ça, avant, tu as SOC 1 qui est la version cachée de SOC 2 quand tu es en train de le préparer. Ouais. Commencer par le SOC 1 pour voir. Oui, parce que le SOC 2, c'est sur une période de temps. Donc, puis le SOC inclut aussi des contrôles comptables et ainsi de suite. Donc là, on commence, c'est plus large, mais il faut vraiment. Tu ne peux pas réussir ça si tu n'as pas de plan de gestion d'incident, si tu ne gères pas tes vulnérabilités, si tu n'as pas une bonne politique de mot de passe, et ainsi de suite. Donc, on commence par ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de conclure? Tu as encore un peu de temps, fait qu'on peut voir. Non, ça a l'air d'être. C'est ça qui est difficile. Quand tu fais ça en virtuel, de même, devant pas d'audience, tu as tendance à speeder ça. Ouais. Tu vois pas la réaction directe des gens. Hein. Non, c'est ça, c'est difficile. Des fois, tu vois, puis tu as une interaction avec le public, puis non, c'est ça. Puis là, tu t'arrives, puis ben, là, tu passes une site, 2 sites, 3 sites, ah ouais, tu let's go. Bon, ben, je pense que ça fait le tour. Attends. Ah, un autre. Non. C'est un Pineapple Pie, Pineapple, le dernier, le Mark 7. Bon, ben, encore une fois, merci beaucoup. Merci. Et... Je continue sur Discord s'il y a de quoi. Parfait. Bye bye. Bye.